Geoffroy Roux de Bézieux. Bon, écoutez, moi je trouve ça plutôt sympathique comme démarche, mais je partage ce qu'a dit Alain Duhamel. C'est pas en 4 semaines qu'on devient chef d'entreprise. Je vais juste revenir moi sur la toute première déclaration. Soyez journaliste à la BBC ou en chaîne publique allemande, on ne serait pas là. Parce qu'un Premier ministre qui dit « j'aime l'entreprise », il n'y a qu'en France qu'on dit « c'est un basculement de société ». Ça arrive depuis des années et des années partout dans les autres pays. Mais nous, on est nourris de 2 traditions, celle que vous avez décrite, qui est la tradition, allez, on va dire bonapartiste, colbertiste, c'est-à-dire l'intendant suivra. Donc les chefs d'entreprise, c'est gougnafiers ou c'est cordonniers, doivent obéir. Et au fond, bon, ils sont là, on a besoin d'eux, mais ils ne comptent pas vraiment, c'est quand même le politique au-dessus de tout. Puis il y en a une autre, qui est quand même assez imprégnée, c'est le marxisme. On fait partie des pays d'Europe qui a eu un parti communiste à 25% pendant très longtemps. Et donc la lutte des classes est quand même quelque part embrigadée. On la retrouve dans l'opposition que vous avez décrite tout à l'heure. Donc moi, ça me paraît important quand même de dire que tout ça est normal. Et c'est pas parce que le Premier dit qu'il aime l'entreprise, comme d'ailleurs à l'époque François Mitterrand, après le basculement de 83-84, a fait un espèce de virage pour l'entreprise, que pour autant on change de civilisation. Moi, je partage ce qu'a dit Régis Debray. Bien sûr que l'entreprise, c'est pas l'alpha et l'oméga de la société. Mais il ne faut pas confondre. On a besoin de redonner de l'air aux entreprises, parce que depuis des années, on vit dans une société qui est cadenassée, parce qu'on est sur un modèle économique qui est vieillissant, et puis un changement de valeur, qui est autre chose, effectivement, et ça ne date pas d'Emmanuel Valls, l'argent envahit beaucoup de choses, certaines zones n'auraient pas dû fonctionner, le marché, quelquefois, est allé trop loin, et bien sûr, le bénévolat, la défense, je sais pas quoi, la justice. Il y a des tas d'endroits où les valeurs d'entreprise ne fonctionnent pas. Par contre, il y a des choses qu'on a proposées à la société parce qu'on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps challengé, on se réorganise en permanence. Et sans mettre d'un côté les fonctionnaires, de l'autre les gens qui travaillent dans le privé, on est quand même dans le privé obligé de se réorganiser en permanence et on a des choses à apporter à l'organisation du service public. Voilà, moi je ne dis pas plus, mais je trouve que, je ne vais pas finir l'émission, hein, je suis ravi d'être là, mais au fond, cette émission n'a pas lieu d'être. C'est une émission qui n'aurait lieu dans aucun autre pays du monde. Mais c'est ce côté formidable de la France, c'est qu'on est des intellectuels, on aime débattre, on aime créer des polémiques qui, au fond, n'ont pas lieu d'être. Donc Régis Debray et Bernard Marie. J'ai pas lu le livre de Régis Debray. Non. Non, mais c'est pourquoi... Vous soulevez un problème qui n'existe pas. Qui n'existe certainement pas en Amérique, parce que nous n'avons pas la même histoire, tout simplement. On est peut-être fiers, au fond, d'être différents des autres. Bernard Marie. Oui, mais je crois qu'en Amérique, c'est l'économie qui précède la politique. Bon, les Américains, ils ont écrit sur le billet de $1 « In God we trust ». Ils ont la chance d'avoir et l'argent et Dieu. Nous avons ni l'argent ni Dieu. Ou plutôt, nous avons depuis longtemps repoussé à la fois l'argent et Dieu parce que nous sommes une république laïque. Alors moi, je trouve que cette émission, au contraire, elle est très française et c'est très très bien. C'est une particularité française. Nous ne sommes pas allemands. Tant pis ou tant mieux, je ne sais pas, nous aurions pu l'être, hein, mais bon, nous ne le sommes pas. Et réciproquement. Nous ne sommes pas anglais non plus, nous ne sommes pas américains, donc nous avons une particularité, nous avons une histoire, nous traînons notre histoire. Je pense qu'il faut l'assumer. Alors bien sûr qu'il faut des entreprises, mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette espèce, de misérabilisme des entrepreneurs, c'est que moi je pense que les entrepreneurs commandent. Les entrepreneurs, depuis, les politiques n'ont plus le pouvoir, depuis pas mal de temps. Si vous regardez, je regardais ce monsieur Juncker, on parle du Luxembourg en ce moment, en disant, écoutez, peut-être qu'il devrait démissionner parce qu'il y a 350 pactes secrets qui ont été passés par le Luxembourg, dont le président est le président de la Commission européenne, pour dissimuler des impôts. Et je vois que la fraude fiscale, à peu près en France, représente 60 milliards des entreprises qui dissimulent, Amazon, etc., Bon, c'est-à-dire plus que l'impôt sur les sociétés. Moi, je me dis, bon, après tout, nous sommes aujourd'hui sous la tutelle des agences de notation, d'autorités technocratiques à Bruxelles, et puis de grandes multinationales qui font un petit peu ce qu'elles veulent. Même les Américains n'arrivent pas à faire rentrer leurs impôts. Dieu sait si les États-Unis sont un pays qui sont nés de l'impôt, justement. La guerre civile américaine est née d'un problème fiscal. Donc s'il y a bien un peuple qui paie ses impôts, c'est les Américains. Mais ils ont 2000 milliards de dollars d'impôts qui ne rentrent pas parce qu'ils sont placés par des paradis fiscaux. Parce que les multinationales sont au-dessus d'eux et n'arrivent plus à faire passer. Donc même chez eux aussi. Et regardez ce pauvre Obama qui a fait sa campagne. Goldman Sachs, c'est-à-dire les grandes entreprises, les grandes banques, etc. Donc les chefs d'entreprise... 4 milliards de dollars. Hein. Oui, les chefs d'entreprise ne sont pas en bas, ne sont pas au niveau des chaussures, comme disait
ce cher Régis Debray. C'est une métaphore artistique. Puisqu'on parle de la France, ils sont plutôt au niveau du béret, je Ah, dirais. mais le problème, c'est que les cordonniers sont à la tête. Sont à la tête. Donc c'est eux qui préparent les traités, c'est eux qui nous préparent le futur traité de commerce international. Et puis les socialistes, ils ont toujours aimé l'entreprise. Pascal Lamy, Édith Cresson, ce cher Bérégovoy qui a créé la finance en France, on peut lui dire merci. Les produits dérivés, c'est Bérégovoy qui les a inventés. Ce cher Jacques Delors qui a créé l'Actuni et qui a transformé l'Europe, qui était quelque chose de vaguement politique, à quelque chose qui est tout simplement un lieu de concurrence libre et non faussée, on peut dire merci à Jacques Delors. Donc, et puis la droite n'a pas toujours aimé l'entreprise, mais elle a eu des intuitions économiques géniales. Moi, je pense au général de Gaulle qui a dit non à Mendes France et oui à Pleven au moment de la reconstruction. Donc, vous voyez, même la droite non plus n'aime pas l'entreprise. Élie Cohen. Mais De Gaulle n'est pas là. Donc, Écoutez, j'ai bien aimé le passage que vous avez montré de Manuel Valls, qui symbolise aux yeux de Régis Debray le basculement civilisationnel. Avez-vous bien entendu ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il aime la petite entreprise, la moyenne entreprise, l'ETI, La les start-up. artisans, la start-up. Et l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'aime pas la grande entreprise, il n'aime pas la multinationale, il n'aime pas le CAC 40, c'est-à-dire qu'il est dans la posture tout à fait classique de la grande opposition entre le petit qu'on aime, qu'on chérit et qu'on protège, et le grand, le gros, le symbole du marché, du capitalisme, de la mondialisation, de la libéralisation qu'on jette. Donc même Manuel Valls, celui qui va déclarer partout qu'il aime l'entreprise, n'ose pas dire ce mot obscène qui est qu'il aime la grande entreprise et notamment ces champions français, ces multinationales françaises dont on se vante par ailleurs et dont on s'inquiète lorsqu'elles passent sous contrôle étranger. Je crois que tout ce que ceci exprime, c'est en fait un basculement dont les Français n'ont pas bien réalisé la portée. En gros, jusqu'au début des années 80, la France avait une économie encastrée dans l'État. C'est-à-dire qu'on avait une économie qui était une économie dirigiste. L'État avait tous les rouages, il contrôlait les prix, l'échange, l'émission de monnaie, etc. Et puis, il était à la tête des grandes entreprises qu'il fabriquait même. Les grandes entreprises françaises qu'on connaît actuellement ont toutes été fabriquées dans le cadre des grands programmes, des grands projets colbertistes, dans les télécoms, le ferroviaire, l'aéronautique civile et militaire. Et au fond, on laissait à côté les entreprises vives, mais on ne s'y intéressait pas beaucoup. Attendez, juste pour qu'on comprenne bien, vous êtes en train de nous dire que ce ne sont pas les patrons qui ont créé les entreprises, c'est l'État qui a créé Mais les les entreprises. très grandes entreprises Ça ne françaises... plaît pas à Raoult Bézieux. Non, c'est pas vrai pour tout. Non, Je vais bien, vous donner mais plein non, je suis d'exemples en train de parler. Je suis en train de parler des grandes Mais entreprises il y a des grandes industrielles. entreprises qui ont été créées par des entrepreneurs privés. Accessoirement. Mais quand vous regardez... C'est pas grave d'ailleurs, les deux sont Bon, très mais bien, ce que j'essaie c'est j'essaie des d'expliquer, entreprises. c'est que la grande entreprise a été une fabrication de cette période de rattrapage autour de grands projets qui étaient des grands projets qui mobilisaient une ambition nationale, une ambition technologique, une croyance dans les vertus du progrès. Regardez ce qui a été fait dans le nucléaire, dans les télécoms, dans l'aéronautique civile et militaire. Ce que sont Merci ces fleurons Pompidou. industriels. Merci Pompidou. Alors, attendez, De Gaulle Pompidou. Merci. Et- De Gaulle Pompidou. et puis, De Gaulle. et puis la 4e République, qui a laissé se développer les grands laboratoires publics, le CNET, le CNES, qui ont transféré ensuite le résultat. Alors, ce qui est important à noter, c'est qu'on avait à la fois des grands programmes, des grands projets, une économie administrée, et surtout, on avait une économie qui était régulée régulièrement par la dévaluation. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait un dérapage, salarial ou un dérapage des prix, qui avait une perte de compétitivité, on dit hop, on dévalue. Et donc la grande régulation de ce modèle économique, de rattrapage puis de développement économique, c'était la régulation par la dévaluation. Au tournant des années 80, on a fait quelques grands choix structurants. Le choix européen, effectivement, avec le marché unique, le choix de l'ouverture commerciale avec le GATT et puis l'OMC, et puis les grandes entreprises multinationales françaises à base étatique au départ ont été progressivement privatisées et se sont plongées dans le grand bain de la mondialisation. Et la France n'a plus reconnu cette transformation. Parallèlement, à partir du milieu des années 80, à cause de l'intégration européenne, de l'euro, etc., l'État a commencé à se retirer. Et donc, progressivement, le paysage économique s'est fondamentalement transformé. Et l'attitude des Français, ça a été de se réfugier dans l'amour du petit, etc. Et l'attitude générale de l'État, ça a été de laisser
l'économie, de laisser l'industrie, de laisser les entreprises à leur propre sort. Ce qui est frappant, et je ne serai pas encore plus long, c'est qu'à partir du milieu des années 80, on va assister progressivement à un désalignement des politiques. D'ailleurs, la politique macroéconomique va devenir essentiellement une politique de régulation du cycle de la demande. On ne va pas s'intéresser aux problèmes de compétitivité d'entreprise. Donc, contrairement à ce qu'on dit, les entreprises ne se sont pas mises à dominer. Il y avait bien sûr les grandes entreprises multinationales, mais sur le terrain national, les entreprises étaient laissées à leur sort, puisqu'elles ne relevaient plus de cette priorité nationale de reconstruction et de développement industriel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les politiques qui ont été suivies à partir du milieu des années 80, du fait de ce cadre de mondialisation et d'intégration européenne, ça a été des politiques qui ont fait reposer l'essentiel des ajustements sur les entreprises. Et donc les pertes de compétitivité auxquelles on a assisté n'ont cessé de se creuser. Ce qui fait qu'au cours des 15 dernières années, on a assisté à un véritable effondrement industriel français. Donc je ne comprends pas bien cette idée que l'entreprise est devenue la référence suprême. Si on veut dire qu'on est dans un monde mondialisé, dans un monde libéralisé, dans un monde intégré économiquement, où l'ensemble des valeurs politiques, effectivement, sont dévaluées parce que ces grands groupes ont une puissance structurante au niveau mondial. Mais si on raisonne sur la France stricto sensu, non, la France n'a pas du tout favorisé l'entreprise dans la période récente. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, il faut faire entrer un peu en lice dans la discussion les Français. Parce que pour l'instant, on parle des chefs d'entreprise, on parle des politiques, donc on parle des dirigeants. Il y a aussi quand même le point de vue des Français. Or, s'agissant des entreprises et s'agissant de l'économie et s'agissant de la nature du régime, on a toutes les enquêtes qu'on veut pour savoir ce qu'ils pensent. La France, et je pense que dans ce stade de la discussion, il faut le souligner, est le pays dont la population au monde déteste le plus le capitalisme, le marché, la mondialisation et le marché. Absolument. Je pense que dans la discussion, c'est un point essentiel parce que ce sont les Français qui pensent Tout ça. à fait. Et c'est ce qui les distingue des peuples les plus proches dans leur structure de ce qu'ils sont, c'est-à-dire les Allemands, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, etc. C'est une de nos particularités. Et je pense qu'il faut en tenir compte dans nos discussions parce que la discussion ne se résout pas entre les points de vue des dirigeants. Maintenant, si on en vient aux dirigeants, moi, ce qui me frappe dans l'évolution, au fond, c'est que la droite comme la gauche, mais ça, je crois qu'on était à peu près tous d'accord là-dessus, jusque, disons, au milieu des années 80, mais ça, depuis le début de Napoléon III, avait une idée qui était que l'autorité publique s'imposait aux intérêts privés. Ça n'empêchait pas qu'il y ait déjà, dès à l'époque des Napoléon III, de la spéculation bancaire effrayante. Et on connaît très bien l'histoire de ces très grandes entreprises qui se sont échafaudées à ce moment-là dans des circonstances qui étaient des circonstances, au sens propre, littéralement sauvages. Mais reste qu'aujourd'hui, il y a une évolution. On voit bien que les dirigeants de droite qui, avant, se considéraient au fond comme les suzerains des grandes entreprises, aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils se considèrent comme leurs laquais, mais ils se considèrent comme, d'une certaine manière, ceux qui leur doivent quelque chose, ceux qui doivent s'incliner devant eux, ceux qui doivent non pas se prosterner, il ne faut pas exagérer, mais accepter leur primauté. Et c'est une énorme différence et une énorme mutation du personnel politique de droite. Quant au personnel politique de gauche, vous avez eu tout à fait raison de nous montrer Manuel Valls, vous avez eu tout à fait raison de nous montrer François Hollande. Bon, la différence entre les deux, chacun l'a bien vu dans leurs propos, c'est que Manuel Valls était parfaitement clair et que François Hollande était intelligemment ambigu. Mais ça, ce sont les tempéraments qui existent. Mais il ne faut surtout pas croire qu'ils soient caractéristiques ni du peuple de gauche, ni des militants de gauche, ni des élus de gauche, ni des ministres de gauche. À gauche, pour l'instant, l'entreprise, ça reste quand même quelque chose de foncièrement suspect, de foncièrement insatisfaisant, et dont on a la nostalgie de se dire que s'il devait y avoir encore une ultime forme de colonialisme en France, ce devrait être celui de dirigeants politiques sur les dirigeants économiques, mais que malheureusement c'est fichu. Et que de cette façon, de ce point de vue, Manuel Valls est aujourd'hui totalement atypique à gauche, et que François Hollande, s'il disait en public ce qu'il pensait vraiment, c'est-à-dire sans doute ce qu'il dit quand il rencontre, comme c'est d'ailleurs son rôle, mais comme il le fait fréquemment, les dirigeants des grandes entreprises du CAC 40,
penserait la même chose en évitant de le dire. Régis Debray, vous allez plus loin dans votre livre, dans l'erreur de calcul. Vous nous dites au fond qu'il y a eu une illusion religieuse. On a cru que ce serait le salut par la croyance en Dieu, qu'après il y a eu l'illusion politique. On a cru que le salut viendrait par les idées, par la politique. Et aujourd'hui, on pense que le salut va venir par l'économie, par les entreprises. Et ça aussi, c'est une illusion, d'après vous? C'est l'illusion économique. Oui, qui va générer un gros chagrin, comme les deux illusions précédentes. Parce qu'effectivement, penser que 1% de plus en taux de croissance va résoudre les questions de justice, de cohésion ou de vitalité, c'est une erreur. Non, moi je crois qu'indépendamment de gauche-droite, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais on assiste à un déplacement du curseur, si vous voulez. Je vois les gens, les économistes, ou plutôt les entrepreneurs, qui sont peut-être au fond les idiots utiles de la finance, parce que c'est vrai qu'on a une société dévorée par l'économie, mais est-ce que l'économie n'est pas dévorée par la finance? Ça, c'est un autre problème. Est-ce que, au fond, est-ce qu'on ne parle pas déjà un peu de quelque chose de passé, qui était le moment où il y avait des grands entrepreneurs pour qui une entreprise était un outil de production et non pas un outil de rendement financier. Mais ça, c'est autre chose. Moi, ce que je veux dire, c'est tout simplement que les politiques ne tiennent plus le manche et que l'économie, c'est le bouche-trou. Les gouvernants ne gouvernent plus grand-chose, la nature et la politique ont horreur du vide, donc on se tourne vers ceux qui, semble-t-il, ont un peu plus de pouvoir. Autrement dit, moi, je suis frappé par l'appauvrissement du personnel politique, l'appauvrissement de la langue politique elle-même, puisqu'aujourd'hui, on peut faire un discours politique, un discours de présidentiel avec 3 mots. Compétitivité, productivité, rentabilité. Et on met faire en sorte que partout. Faire en sorte que entre chaque phrase. C'est tout de même une sorte de, je dirais, même pas d'illusion, d'effondrement, non seulement de la langue, mais je dirais de toute une culture politique qui avait juste porté, disons, très longtemps le personnel républicain. Et donc, voilà, comme on dit, on gère ses enfants, on a un déficit d'image, un capital de relations. C'est-à-dire que même dans notre langue, nous parlons comme des financiers, je ne dis pas comme des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils font des choses. Les financiers, ils sont dans le chiffre et dans le nombre. D'ailleurs, c'est pas pour rien. L'ère numérique, n'est-ce pas? L'ère du nombre, l'ère du chiffre. Donc je vois, si vous voulez, on peut dire, une séquestration de tous les domaines non marchands par un langage marchand. Alors on pourrait parler de l'art, bien entendu. Avant, il fallait de l'argent pour acheter de l'art. Maintenant, on achète de l'art pour faire de l'argent. C'est tout de même quelque chose d'un peu nouveau. Quant à la culture, elle donne des indicateurs de chiffres. On dit que la lecture va bien parce qu'on produit tant de livres. Enfin bref, il arrive même que des ministres de la culture, qui sont d'excellents comptables, mais oublient de lire des livres. C'est même symptomatique. Quant à l'armée, maintenant, c'est une entreprise. Enfin, ils ont même des juristes en opération pour éviter les contentieux, comme dans les grandes firmes. Et on marche sur contrat, et d'où aussi une baisse de prestige des chefs militaires, qui sont aussi mal lotis d'ailleurs que les écrivains. Et que les instituteurs, n'en parlons pas. Autrement dit, c'est installé tout de même dans notre société l'idée que pour être considéré, il faut gagner de l'argent. Celui qui n'achète et ne vend rien n'est vraiment pas quelqu'un d'intéressant. Il est relégué, il est marginalisé. Je trouve que tout ça, ça attente à la dignité de la vie humaine. Et je ne parle pas du tout de supplément d'âme, ni d'appel aux valeurs. Je dis simplement qu'on marche la tête en bas, tout simplement, et est-ce qu'on peut redresser les choses encore et subordonner le quantitatif au qualitatif? Je l'espère, mais je crois qu'on est tout de même dans un grand passage à vide, et du politique, et j'allais dire de la culture elle-même.
Bernard Maris, vous, c'est les économistes que vous avez dans le collimateur depuis longtemps, maintenant depuis près de 25 ans. Et pour vous, ce sont des charlatans. La société est gorgée d'économie. On parle d'économie tout le temps, c'est l'économisme, mais en fait, c'est une nouvelle morale, l'économie. C'est une nouvelle morale et contrairement à ce qu'on croit, c'est une morale très dure. C'est tu dois être compétitif, tu dois être concurrentiel, tu dois marcher sur les autres, tu dois être dans la compétition de tous contre tous. Et malheureusement, surtout dans un pays comme la France, je ne pense pas que les passions soient solubles dans l'économie et que les passions soient solubles dans des taux de croissance ou dans des demi-points de plus ou de baisse de taux de chômage. Ce qui fait que cette nouvelle morale, cette nouvelle religion, si vous voulez, l'économie, ce qui fait qu'il n'y a de vérité qu'économique, on ne parle plus que de ça, je suis tout à fait d'accord avec Régis Debray. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre vérité que vérité économique, risque de se révéler désastreuse à terme, parce qu'on va se trouver bien déçu une fois qu'on aura déshabillé l'économiste et déshabillé ce qu'ils font l'économie, ce qui fait cette soi-disant richesse, la création de valeur, puisque les économistes créent de la richesse. Personne ne se pose la question de ce que veut dire le mot richesse. On sait que, désormais, la richesse n'appartient qu'aux entreprises. Bon, il y a d'autres façons de voir la richesse. Lorsqu'on aura vu que cette richesse est une pseudo-richesse, que le roi est nu, comme dans la fable du conte, eh bien, je pense que des passions vont se réveiller, et des passions relativement mauvaises. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles, justement, on voit une renaissance de certains nationalismes, ou de certaines vieilles passions, ou de vieilles rancœurs, ou de passions tristes, pour reprendre une phrase bien connue de tous, c'est justement que l'économie et l'économisme a pris le pas sur toute autre forme de discours. Désormais, vous n'êtes plus qu'un taux de rentabilité, vous n'êtes plus qu'un chiffre dans des graphiques qui sont dressés en général par des gens qui ne sont pas très très compétents. Je vois qu'on doit arriver quelqu'un avec des graphiques pour dire ceci, cela, bon voilà. Mais ce n'est pas ça, la vie d'une société. La vie d'une société, c'est quelque chose qui a besoin, nous, ceux qui n'ont pas Dieu, c'est le cas de la France, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. Ceux qui n'ont pas Dieu, il faut bien qu'ils aient d'autres passions. Et la République en avait d'autres. C'était l'éducation, c'était l'universalité, c'était le modèle français. C'était encore, je ne sais pas, la culture, c'était la littérature. Merci à Modiano, C'était la littérature, et tout ça, on dit, bon, mais tout ça, c'est subalterne, au fond. C'est combien de divisions, Modiano? Qu'est-ce que c'est? Marc Lévy, c'est 10 fois plus de divisions que Modiano. Ne parlons pas de, je ne vais pas citer des auteurs ici, qui sont peut-être très bons en demeurant, mais que je n'ai pas lu. J'ai lu Modiano. Donc ça qui veut dire qu'on ne peut plus dire autre chose qui ne soit pas mesuré par un chiffre, un ratio de rentabilité, un calcul, etc. Tout est calcul. Vous, on va vous demander un taux d'audience, j'espère que non, ou peut-être qu'on va vous demander des parts de marché. Peut-être qu'une taux d'audience, ce n'est pas une part de marché. On va voir ce que demandent les patrons, et je vous donnerai la parole tout de suite, Geoffroy Roux de Bézieux. Que demandent les patrons depuis pratiquement l'arrivée de François Hollande au pouvoir? Écoutons-en quelques-uns.